Bonjour, je m'appelle Colette Dubois, 36 ans, chef de produit à Lyon. J'ai construit une vie stable pour moi et mon fils de 12 ans, Lucas. Mais le mois dernier, dans la salle à manger de la maison, un dîner de famille qui aurait dû être chaleureux s'est transformé en quelque chose d'inattendu. Mon père m'a soudainement hurlé au visage, « Toi et ton gamin, vous n'êtes que des parasites. » Ma mère n'a pas protesté. Elle a simplement souri et hoché la tête en signe d'accord. Et l'ironie cruelle était qu'il vivait toujours dans ma propre maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas riposté en criant. Je les ai juste regardés droit dans les yeux et j'ai prononcé une phrase qui a figé toute la pièce. À partir de ce moment, tout a commencé à s'effondrer. Pourquoi ai-je dû affronter mes parents de cette manière? Qu'est-ce qui a poussé notre relation à se fracturer si profondément qu'elle ne guérira peut-être jamais? Que feriez-vous si vous étiez dans la même situation? Partagez vos réflexions. Votre histoire pourrait être le message que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Pour comprendre pourquoi j'ai tracé cette ligne, je dois vous ramener au début. J'ai grandi à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans une modeste maison à 2 étages avec des parquets grinçants et un jardin qui sentait toujours l'herbe fraîchement coupée. J'avais 18 ans, pleine de rêves, quand mon monde a basculé. Mon grand-père était décédé 1 an plus tôt, me laissant 100 000 € dans son testament, un filet de sécurité destiné à mon avenir, peut-être l'université ou un début dans la vie. J'étais ravie, j'envisageais d'étudier l'informatique, imaginant une carrière où je pourrais construire quelque chose de moi-même. Mais mes parents avaient d'autres idées. Un soir d'été humide, ils m'ont appelé dans le salon. Mon père était assis dans son vieux fauteuil inclinable, les bras croisés, le visage sévère. Ma mère se tenait près de la fenêtre, évitant mon regard. Ils n'ont pas perdu de temps en bavardage. « Nous avons besoin de ton héritage », a dit mon père, sa voix plate comme s'il parlait du temps qu'il faisait. J'ai cligné des yeux, confuse. « En avez-vous besoin pourquoi ?» ai-je demandé, l'estomac noué. Ma mère m'a enfin regardé, son expression mêlant culpabilité et détermination. « Ton frère a une chance de faire fortune », a-t-elle dit. Ils montent une entreprise de construction avec ton père et ils ont besoin de capitaux pour démarrer. C'est une affaire sûre, Colette. Nous te rembourserons. Philippe, mon frère aîné, n'était même pas là pour s'expliquer. Il était toujours leur enfant prodige, 2 ans plus âgé, charmant, celui sur qui ils fondaient tous leurs espoirs. J'étais l'oubliée, celle dont on attendait qu'elle s'aligne. Je suis restée là, serrant dans ma main la lettre d'acceptation de l'INSA Lyon pour leur programme d'ingénierie. Et mes études? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Mon père a haussé les épaules. Tu peux obtenir des prêts, Colette. C'est pour la famille. Ma mère a hoché la tête, ajoutant, l'entreprise de Philippe nous mettra tous à l'abri. Tu verras. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. 100 000 €. Mon avenir était parti, redirigé vers un rêve irréalisable sur lequel je n'avais aucun mot à dire. Ils n'ont pas demandé ma permission. Ils l'ont juste pris, promettant de me rembourser une fois que l'entreprise aurait décollé. Spoiler alerte, elle n'a jamais décollé. L'entreprise de construction a coulé en moins d'1 an. Mauvais contrat, pire décision. Mes parents n'ont jamais mentionné me rembourser. Pas une seule fois. Cette nuit-là, j'ai fait un choix. J'ai fait une valise avec des vêtements, mon ordinateur portable et les 500 € que j'avais économisés en faisant du babysitting. Je suis sortie de cette maison sans un au revoir. Personne ne m'a arrêtée. Personne n'a appelé pour savoir si j'allais bien. J'avais 18 ans, j'étais seule et déterminée à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. J'ai emménagé dans un petit appartement près du campus, le partageant avec 2 inconnus pour diviser le loyer. Je me suis inscrite à l'université, mais les frais de scolarité étaient un monstre. Je travaillais 3 emplois, serveuse dans un café, employée de rayon dans un supermarché et tutrice en mathématiques pour des lycéens. Certaines nuits, je m'effondrais sur un matelas au sol, trop fatiguée pour manger. Il y a eu des semaines où je vivais de nouilles instantanées et de café, étirant chaque centime pour couvrir les livres ou les factures. Je regardais ma lettre d'acceptation épinglée au mur et je me rappelais pourquoi je continuais. Les voix de mes parents résonnaient dans ma tête, c'est pour la famille.
Leur famille ne m'a jamais incluse. L'université a été une épreuve, mais je m'en suis sortie. J'étudiais tard dans la nuit, animée par la rancœur et un besoin obstiné de leur prouver qu'ils avaient tort. Mes parents appelaient peut-être 2 fois par an, toujours avec le même script. Comment vont les études, demandait ma mère, son ton distant. Avant que je puisse répondre, elle bifurquait, ton frère travaille si dur sur son nouveau projet. Philippe, toujours Philippe. Jamais une question sur la façon dont je payais mon loyer ou si j'avais assez à manger. J'ai arrêté d'attendre qu'il se soucie de moi. En dernière année, j'étais épuisée, mais incassable. J'ai obtenu un diplôme en informatique, première de ma promotion, et j'ai décroché un poste de débutante dans une start-up technologique à Lyon. Pour la première fois, je pouvais respirer. J'ai remboursé mes prêts étudiants petit à petit, j'ai emménagé dans un petit appartement décent et j'ai commencé à construire ma vie. Puis, j'ai rencontré mon ex-mari. C'était un collègue, intelligent, drôle, le genre de gars qui semblait fiable. Nous nous sommes mariés, nous avons eu mon fils, et pendant un instant, j'ai cru avoir trouvé la stabilité. Mais la vie en a décidé autrement. 3 ans plus tard, j'ai trouvé des SMS sur son téléphone, la preuve qu'il me trompait depuis des mois. Je ne l'ai pas supplié de rester. J'ai fait ses bagages, les ai laissés devant la porte et j'ai dit, sors. Il l'a fait, mais il est resté dans la vie de notre fils, envoyant de l'argent tous les mois. C'était suffisant pour moi. Ces années m'ont transformé en quelqu'un qui ne plie pas. Je me suis battue pour chaque parcelle de mon succès pendant que mes parents et Philippe vivaient sur des excuses. Ils ne se sont jamais excusés d'avoir pris mon héritage, n'ont jamais reconnu les nuits où j'ai eu faim. Cette trahison a semé une graine de ressentiment qui a grandi tranquillement, attendant le jour où je les affronterai à nouveau. À 36 ans, j'ai construit une vie dont je suis fière. Mon travail n'est pas seulement un salaire. C'est un témoignage de chaque nuit passée à étudier, de chaque service que j'ai fait pour payer mes études. Je gère une équipe qui construit des logiciels sur lesquels les gens comptent, et je suis sacrément bonne dans ce domaine. Mon nom a du poids dans l'industrie, et c'est quelque chose que j'ai gagné, pas hérité. Je possède une maison avec 3 chambres dans une banlieue tranquille avec un prêt immobilier que je paie à temps et un jardin où mon fils joue au football. Cette vie, cette stabilité, elle est à moi, construite à partir de rien. Mon fils Lucas a 12 ans maintenant et il est le centre de mon monde. Il a ce rire contagieux qui rend même mes pires jours supportables. Qu'il réussisse ses tests de maths ou qu'il me supplie de le laisser se coucher tard pour un jeu vidéo de plus, je vois tellement de moi en lui. La ténacité, la détermination tranquille. Je m'assure qu'il sache qu'il est suffisant, qu'il n'a pas à faire ses preuves à qui que ce soit. Chaque week-end, nous avons un rituel, soirée pizza, un film, et lui me racontant ses rêves d'être astronaute. Je déplacerai des montagnes pour ce gamin, et il le sait. C'est ma raison d'être pour tout. Mes parents, en revanche, sont une autre histoire. Après mon départ de la maison à 18 ans, ils m'ont à peine contacté. Une carte d'anniversaire par-ci, un appel à Noël par-là. Ils sont toujours brefs, toujours vides. Mais au cours des dernières années, leurs messages ont commencé à changer. Ma mère m'envoyait des SMS, comment va le travail ? Colette, non pas parce qu'elle s'en souciait, mais comme une entrée en matière pour demander de l'argent. L'entreprise de ton père ne va pas bien, écrivait-elle. Ou, Philippe essaie de monter quelque chose de nouveau. Pourrais-tu nous aider ? La première fois, j'ai envoyé quelques milliers d'euros, pensant que c'était un cas isolé, mais les demandes ont continué. 5 000 € pour une réparation de voiture, 10 000 € pour une opportunité commerciale. J'ai commencé à dire non. Chaque fois, les SMS de ma mère devenaient plus acérés. Tu vas si bien. Tu ne peux pas épargner quelque chose pour la famille ? Mon père a appelé une fois, sa voix rude, disant, nous avons tant sacrifié pour toi, Colette. Sacrifié ? Quoi exactement ? L'héritage qu'ils ont pris, les années où ils m'ont ignoré. J'ai cessé de répondre à la plupart de leurs messages. Je voyais leurs noms apparaître sur mon téléphone, ma mère, mon père, et je laissais les appels aller sur la messagerie vocale. Philippe, mon frère, n'a jamais appelé lui-même. Il n'en avait pas besoin. Mes parents étaient son porte-parole.
Je savais qu'il le soutenait toujours, qu'il pariait toujours sur sa prochaine grande idée pendant que je construisais ma propre vie. Cela me piquait, mais j'avais appris à vivre avec. J'avais Lucas, ma carrière et un cercle d'amis qui me semblaient plus une famille que mes liens de sang ne l'ont jamais été. L'une de ses amies est Cécile Blanchard, ma meilleure amie et conseillère financière. Elle est mon rock depuis que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de networking il y a 5 ans. Cécile est celle qui m'a aidé à acheter ma maison, à créer le fonds universitaire de Lucas et à planifier un avenir où je n'aurais pas à me soucier de l'argent. Elle est directe, pragmatique et me soutient toujours. Quand je lui ai parlé des demandes d'argent de mes parents, elle n'a pas mâché ses mots. Ils t'utilisent, a-t-elle dit, sa voix ferme. Tu ne leur dois pas un centime. Ces mots m'ont marqué, renforçant les limites que j'avais commencé à établir. Je pensais avoir trouvé mon équilibre, travail, Lucas, une vie que je pouvais appeler la mienne. Je ne cherchais pas de réconciliation avec mes parents. Je voulais juste continuer à avancer. Mais un soir, le numéro de ma mère s'est affiché sur mon téléphone, sa voix tremblante d'urgence. Cet appel allait me ramener dans le chaos que j'avais passé des années à fuir. Cet appel est arrivé un mardi soir tranquille. J'aidais Lucas avec ses devoirs de maths, son crayon griffonnant sur un cahier pendant que nous étions assis à la table de la cuisine. Mon téléphone a vibré et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le nom de ma mère. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois, pas depuis son dernier SMS demandant 10 000 € pour une urgence vague. J'ai laissé sonner, hésitant à ignorer. Mais quelque chose en moi s'est agité. Peut-être la culpabilité, peut-être la curiosité, et j'ai décroché. Sa voix était tremblante. Pas le ton calculé habituel qu'elle utilisait pour demander de l'argent. « Colette, c'est ton père », a-t-elle dit. « Il est malade. Vraiment malade. Nous avons besoin que tu rentres à la maison. » J'ai gelé. Le mot « maison » m'a frappé comme une gifle. Maison. La maison que j'avais quittée à 18 ans. L'endroit où ils avaient pris mon héritage sans une seconde pensée. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, mon cœur battant la chamade. « Qu'est-ce qu'il a ?» ai-je demandé, gardant ma voix stable. Elle a hésité, puis a dit « C'est son cœur. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération, mais nous sommes en difficulté. La banque menace de saisir la maison, 300 000 € de dette à cause de la dernière entreprise de ton père. » Ces mots étaient précipités, presque désespérés, mais j'ai saisi la nuance familière, ils avaient besoin de quelque chose de moi. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, regardant Lucas, qui me regardait avec ses grands yeux curieux. « Que voulez-vous que je fasse ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Ma mère n'a pas manqué un battement. « Reviens, Colette. Parle à la banque. Peut-être aide-nous. Tu vas si bien et nous sommes une famille. » Il y avait ça, la même phrase usée qu'elle utilisait depuis des années. Famille. J'ai eu envie de rire, mais ma gorge s'est serrée à la place. Je lui ai dit que j'y penserais et j'ai raccroché, mon esprit tourbillonnant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais assise sur mon canapé, un verre de vin intact sur la table basse, rejouant ces mots. Mon père malade. La maison en péril. 300 000 €. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était le poids de tout ce que j'avais enterré depuis mon départ. Une partie de moi voulait les ignorer, les laisser se débrouiller avec leur désordre. Ils ne s'étaient jamais souciés de mes difficultés, alors pourquoi devrais-je me soucier des leurs ? Mais une autre partie, la partie qui se souvenait encore de mon père m'apprenant à faire du vélo ou de ma mère faisant des biscuits quand j'étais petite, m'a fait signe. Et si je ne revenais pas ? Le regretterais-je quand il serait trop tard ? J'ai appelé Cécile le lendemain matin. Elle a répondu au premier coup, sa voix, nette et pratique. « Ne les laisse pas te culpabiliser », a-t-elle dit quand je lui ai parlé de l'appel. Ils t'ont saigné à blanc pendant des années. Tu ne leur dois rien. Je savais qu'elle avait raison. Cécile coupait toujours à travers le bruit, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je devais les affronter, non pas pour eux, mais pour moi. Si mon père était vraiment malade, je ne voulais pas vivre avec les si et si. Je lui ai dit que je retournais à Lyon, non pas pour les sauver, mais pour clore un chapitre que j'avais laissé ouvert trop longtemps.
J'ai assis Lucas ce soir-là, lui expliquant que je serais absente quelques jours. Papy va bien, a-t-il demandé, sa voix faible. Je détestais qu'il ait à s'inquiéter pour un homme qu'il connaissait à peine grâce à l'absence de mes parents dans sa vie. Je ne sais pas encore, ai-je dit, en lui caressant les cheveux. Mais je reviendrai bientôt et nous aurons une soirée pizza. D'accord. Il a hoché la tête, me faisant entièrement confiance. Cette confiance, c'est ce qui me maintenait ancré. Faire mes bagages pour le voyage semblait irréel. Je n'étais pas allée chez mes parents depuis des années, pas depuis une visite de Noël tendue quand Lucas avait 5 ans. J'ai réservé un vol, fait en sorte que Lucas reste avec une voisine de confiance et appelé mon patron pour prendre quelques jours de congé. Tout ce temps, mon estomac était noué. Je ne retournais pas seulement dans une maison. J'entrais sur un champ de bataille. L'appel de ma mère ne concernait pas seulement la santé de mon père ou la maison. C'était une demande déguisée en désespoir. Je savais qu'il demanderait de l'argent, probablement plus que je ne pouvais imaginer. Et Philippe, mon frère, se cachait probablement en arrière-plan, prêt à bénéficier de tout ce que je donnerais. Lorsque l'avion a atterri à Lyon, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et de résolution. J'ai loué une voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison que j'avais autrefois appelée la mienne. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, la peinture écaillée, la pelouse envahie par la végétation. Ma mère m'a accueilli à la porte, son visage pâle et composé. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, sa voix plus douce qu'au téléphone. J'ai hoché la tête, entrant, me préparant à ce qui allait arriver. Mon père était dans le salon, l'air plus frêle que je ne l'avais jamais vu, mais ses yeux avaient toujours ce scintillement tenace. Philippe n'était pas là, typique. Ils n'ont pas perdu de temps. Autour d'un café, ma mère a tout exposé. La banque agissait rapidement et ils avaient besoin que j'intervienne. « Tu as les moyens », a-t-elle dit, son ton passant de suppliant à exigeant. J'ai écouté, ne disant rien, mon esprit déjà lancé vers la confrontation que je savais inévitable. Le lendemain soir, j'ai accepté de rester pour un dîner de famille. C'est là que tout s'est dénoué. La table était mise, mais je n'étais pas préparée à l'embuscade. J'avais accepté de rester pour le repas, espérant une conversation civile, peut-être des éclaircissements sur la santé de mon père ou la saisie qui menaçait leur maison. Au lieu de cela, je suis tombée dans un piège. Mes parents avaient invité mon frère Philippe, qui est arrivé en retard, son sourire habituel plaqué sur le visage. Ma mère s'est occupée de lui, empilant de la nourriture dans son assiette, tandis que mon père était assis au bout de la table, son expression illisible, mais tendue. J'ai pris un siège, l'estomac serré, sentant l'orage gronder. Les premières minutes furent d'un calme trompeur. Ma mère bavarda sur des voisins que je ne connaissais pas, sa voix excessivement joyeuse, comme si elle essayait de masquer les fissures. Philippe se vanta de sa dernière idée commerciale, une vague entreprise immobilière qui semblait aussi instable que la précédente. J'ai hoché la tête poliment, picorant ma nourriture, attendant la vraie raison de ma présence. Mon père brisa le silence, sa voix basse et délibérée. « Colette, nous devons parler de la maison, » dit-il, se penchant en avant. « La banque ne cède pas. Nous devons 300 000 € et ils sont prêts à tout prendre. » J'ai posé ma fourchette, rencontrant son regard. « Je sais, » ai-je dit prudemment. « Vous me l'avez dit hier. » « Quel est le plan ?» Ma mère intervint, son ton acéré. « Le plan, c'est toi, Colette. Tu gagnes bien ta vie, 350 000 € par an, n'est-ce pas? Tu pourrais couvrir au moins 200 000. C'est le moins que tu puisses faire pour la famille. » Ces mots ont atterri comme un coup de poing. 200 000 €. Pas une demande, pas une discussion, juste une exigence, comme si le travail de ma vie leur appartenait. J'ai pris une lente inspiration, essayant de garder ma voix stable. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit. J'ai mes propres responsabilités, mon fils. Ma maison, mon avenir. Pourquoi est-ce à moi de m'en occuper? Le visage de mon père s'est durci, ses yeux se rétrécissant. Tu as toujours été égoïste, a-t-il claqué. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et maintenant tu thésaurises ton argent pendant que nous perdons notre maison. Je l'ai regardé, stupéfaite. Tout donné.
Ils avaient pris mon héritage, m'avaient laissé me débrouiller seule à 18 ans, et maintenant j'étais l'égoïste. Philippe intervint, sa voix dégoulinante de condescendance. Allez, Colette. Ne fais pas la victime. Tu es bien installée pendant que nous nous noyons. Fais un effort. J'ai serré les poings sous la table, le sang bouillonnant. Il n'avait même pas demandé des nouvelles de Lucas, qui était à la maison en sécurité avec une voisine. Il ne se souciait pas de ma vie, de mes sacrifices, seulement de ce que je pouvais leur donner. J'étais sur le point de répondre quand ma mère se pencha en avant, son sourire froid et calculé. « Toi et ton fils n'êtes que des parasites, dit-elle, sa voix coupante dans la pièce. Vivant de nos sacrifices, agissant comme si vous étiez meilleurs que nous. » Le mot « parasite » m'a frappé comme une lame. Mais c'est la mention de Lucas qui a brisé quelque chose en moi. Mon fils, l'enfant qui n'avait jamais rien demandé d'autre que mon amour, n'était pas leur souffre-douleur. J'ai repoussé ma chaise, me levant, ma voix basse mais ferme. N'osez pas impliquer mon fils là-dedans, ai-je dit, fixant son regard. Vous n'avez aucun droit de parler de lui ou de moi comme ça. Mon père ricana, son visage rouge. Montre un peu de respect, Colette. Nous sommes tes parents. J'ai failli rire de l'ironie. Du respect? De la part des gens qui m'ont tout pris? Je me suis tournée vers Philippe, les yeux flamboyants. Et toi, ai-je dit, ma voix aussi tranchante qu'un couteau. Tu as vécu sur leurs excuses toute ta vie, les laissant mendier pour toi. Ne me dis pas comment vivre. Son sourire disparut, mais il resta silencieux. Ma mère essaya de parler, sa voix montant. Colette, tu nous dois. Nous sommes une famille. Je la coupais. Ma patience était brisée. La famille n'exige pas ce que j'ai gagné. La famille n'insulte pas mon fils. Vous voulez nous traiter de parasites? Très bien. J'en ai assez. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était inébranlable. J'ai regardé mon père, ma mère, puis Philippe, et j'ai pris ma décision. J'en ai assez de vous laisser me marcher dessus, ai-je dit chaque mot délibéré. Je vais prendre les choses en main pour moi et Lucas, pas pour vous. Ma mère rit, son ton dégoulinant de mépris. Prendre les choses en main. Tu as toujours été une rêveuse, Colette. Tu ne nous dépasseras jamais. J'ai maintenu son regard sans ciller. Continuez à parler. Vous verrez. La pièce tomba dans le silence, leur visage un mélange de choc et de mépris. Mon père claqua la main sur la table, sa voix un grognement. Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu n'es rien sans cette famille. Je n'ai pas bronché. J'avais passé des années à construire ma vie, et leurs mots ne pouvaient plus m'atteindre. Je suis sortie de la salle à manger, mes mains stables, mon esprit courant avec un plan. J'ai appelé Cécile ce soir-là, sa voix une bouée de sauvetage. Tu en as vraiment fini avec eux, a-t-elle demandé, son ton un mélange d'inquiétude et de fierté. Je dois l'être, ai-je dit. Pour Lucas, pour moi. Elle n'a pas discuté, elle a juste promis d'aider. Je savais que le combat était loin d'être terminé. Je pensais que le pire était passé, mais ma mère avait d'autres plans. 2 jours après le dîner, mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications. Des amis, des collègues, même l'entraîneur de football de Lucas m'ont envoyé des messages. « As-tu vu ça ?» J'ai ouvert TikTok et c'était là, une vidéo du compte de ma mère. Son visage marqué de larmes, sa voix tremblante d'une émotion répétée. « Ma fille nous a abandonnés », a-t-elle dit, serrant un mouchoir. Elle a tout cet argent, mais n'aidera pas sa propre famille à sauver notre maison. Elle nous a tourné le dos, à son propre sang. La légende disait, fille ingrate laisse ses parents tout perdre. Il y avait des milliers de vues, des centaines de commentaires me traitant de sans-cœur, d'égoïste, de honte. Mon estomac se tordait. Ma mère avait rendu notre querelle publique, tordant la vérité pour me peindre comme la méchante. J'étais assise sur mon lit d'hôtel, fixant l'écran, mes mains tremblant de colère. Elle ne m'avait pas seulement insultée. Elle avait entraîné Lucas dans cette affaire, sous-entendant qu'il faisait partie de ma soi-disant trahison. Je voulais riposter, publier ma propre vidéo. Dire au monde comment elle et mon père avaient pris mon héritage.
Comment il nous avait traités de parasites, mais je savais que c'était mieux. Réagir avec colère ne ferait qu'alimenter son récit. Je devais être plus intelligente, plus stratégique. J'ai appelé Cécile, mon conseillère, qui a décroché immédiatement. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit avant que je puisse parler. C'est dégoûtant. Colette, que veux-tu faire? J'ai fait les 100 pas dans la pièce, mon esprit tourbillonnant. Je veux reprendre le contrôle, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage. Ils ne vont pas me soumettre par intimidation. Pas cette fois. Cécile n'a pas hésité. Alors frappons-les là où ça fait mal. La maison, ils sont désespérés de la garder. Tu as les moyens. Rachète-la sous leur nez. L'idée a allumé quelque chose en moi. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qu'ils avaient essayé de prendre, mon pouvoir, ma dignité. Je lui ai dit de lancer le processus et elle a promis de me mettre en contact avec un avocat dès le matin. Le lendemain, j'ai rencontré une avocate spécialisée dans l'immobilier que Cécile m'avait recommandée, une femme brillante nommée Maître Dubois, qui a exposé la situation. La banque était prête à saisir la maison de mes parents en raison de leur défaut de paiement de 300 000 €. Maître Dubois a confirmé que je pouvais acheter la propriété directement à la banque, annulant ainsi leur réclamation. Ce n'est pas bon marché, a-t-elle prévenu. Mais vos finances peuvent le gérer. Vous posséderiez la maison entièrement et il n'aurait plus aucun moyen de pression. J'ai hoché la tête, ma détermination se renforçant. Il ne s'agissait pas de les sauver. Il s'agissait de mettre fin à leur emprise sur moi. Cécile a fait des merveilles, regroupant mes économies, mes investissements et un prêt que je pouvais gérer confortablement. En une semaine, nous avions un accord avec la banque. J'ai signé les papiers, ma main ferme, alors que je devenais la propriétaire légale de la maison où j'avais grandi. Cela semblait irréel, comme fermer une blessure que j'avais portée pendant des années. Mais je n'avais pas fini. J'ai demandé à Maître Dubois de rédiger un contrat, mes parents pouvaient rester dans la maison, mais seulement s'ils acceptaient de rembourser les 300 000 € sur 5 ans avec intérêt. S'il manquait un paiement, ils seraient expulsés. C'était une bouée de sauvetage, mais avec des conditions, mes conditions. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Je voulais que la nouvelle ait du poids. Au lieu de cela, j'ai demandé à Maître Dubois d'envoyer un avis officiel à mes parents et à Philippe décrivant la nouvelle réalité. J'étais propriétaire de la maison et ils étaient des locataires liés par mes conditions. L'avis incluait également une mise en demeure exigeant que ma mère supprime la vidéo TikTok et cesse de répandre des mensonges. La diffamation a des conséquences, a écrit Maître Dubois, ses mots nets et inflexibles. Je savais que ma mère le verrait comme une gifle, mais je m'en fichais. Elle avait dépassé les bornes et j'en avais assez de faire semblant. Lorsque l'avis est arrivé, ma mère a appelé, sa voix stridente de fureur. Tu penses que tu peux nous contrôler, Colette, a-t-elle craché. Tu n'es pas meilleure que nous, à jeter ton argent comme si tu étais une grande dame. Je l'ai laissé se défouler, mon silence plus fort que ses paroles. Vous avez reçu l'avis, ai-je dit finalement. Suivez-le ou faites face aux conséquences. J'ai raccroché, mon cœur battant la chamade, mais ma conscience claire. Philippe a envoyé un SMS plus tard, une seule ligne, tu es impitoyable. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas tort, mais je ne le regrettais pas non plus. Je suis retournée à Lyon ce week-end-là, allant chercher Lucas chez la voisine. Il a couru vers moi, son sourire plus lumineux que le soleil. Tu as tout réparé, a-t-il demandé, sa voix pleine de confiance. Je l'ai serré fort dans mes bras, la gorge serrée. J'y travaille, mon grand, ai-je dit. Je ne lui ai pas parlé de la maison ni de la vidéo. Pas encore. Il n'avait pas besoin de porter ce poids. Mais je savais que ce combat était loin d'être terminé. Le silence de ma mère après l'appel me semblait trop calculé, comme si elle préparait son prochain coup. J'étais assise avec Cécile ce soir-là, parcourant les documents. Tu joues un jeu dangereux, a-t-elle dit, son ton à moitié avertissement, à moitié admiration. Ils ne vont pas se laisser faire. J'ai hoché la tête, fixant le contrat dans mes mains. J'avais pris position, mais j'étais prête à tout ce qui allait suivre. Le silence de ma mère n'a pas duré longtemps.
Une semaine après l'arrivée de l'avis légal, j'ai reçu un appel de Maître Dubois, mon avocate. Il refuse de signer le contrat, a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. Vos parents affirment qu'ils ne vous doivent rien et ils exigent de rester dans la maison. Je n'étais pas surprise. Ma mère et mon père avaient passé leur vie à éviter les responsabilités, tordant toujours le récit à leur avantage. Mais cette fois, j'avais les cartes en main. Je possédais la maison maintenant, chaque mètre carré, et leur refus ne faisait que sceller leur destin. J'ai dit à Maître Dubois de poursuivre la procédure d'expulsion. Plus de chance, ai-je dit, ma voix stable. Ils ont fait leur choix. Le processus d'expulsion n'a pas été rapide, mais il a été approfondi. Maître Dubois a déposé les documents nécessaires et une date d'audience a été fixée. Mes parents ont riposté, bien sûr. Ma mère m'a envoyé une rafale de SMS, chacun plus acéré que le précédent. Tu es en train de déchirer cette famille, a-t-elle écrit. Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Je n'ai pas répondu. Ces mots me piquaient, mais ils ne m'ont pas fait changer d'avis. Elle avait traité Lucas de parasite, m'avait sali sur TikTok et s'attendait à ce que je finance leurs erreurs. Les messages de mon père étaient plus froids, plus directs. Tu le regretteras, Colette. J'ai sauvegardé chaque SMS, chaque message vocal, les remettant à Maître Dubois comme preuve de leur hostilité. Philippe est resté silencieux pour la plupart, mais je savais qu'il était en arrière-plan, les encourageant. Il avait toujours été leur enfant prodige, celui qu'ils soutenaient tout en me rejetant. Lorsque Maître Dubois a remis l'avis d'expulsion en personne, elle m'a dit que Philippe était là, son visage pâle, mais sa bouche fermée. Il n'a pas osé me confronter directement, pas après que je l'ai dénoncé lors du dîner. L'avis leur donnait 30 jours pour quitter les lieux. S'il ne le faisait pas, le shérif interviendrait. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'étais préparée. J'avais passé trop longtemps à les laisser me marcher dessus, et je ne pliais pas maintenant. À la fin du mois, ils étaient partis. Maître Dubois a confirmé qu'ils avaient déménagé, laissant la maison en désordre, cartons, meubles à moitié emballés poussés contre les murs comme s'ils étaient partis en coup de vent. Je suis retournée à Lyon pour inspecter la propriété. Traverser les pièces me semblait étrange, comme entrer dans un souvenir que je ne voulais pas revivre. La cuisine où ma mère préparait autrefois des gâteaux était maintenant encombrée de vaisselle sale. Mon ancienne chambre, où je rêvais d'un avenir hors de leur portée, avait été transformée en débarras pour les projets ratés de Philippe. Je ne me suis pas attardée. J'ai embauché une équipe de nettoyage et j'ai mis la maison en location. Les revenus couvriraient le prêt que j'avais contracté pour l'acheter, et tout ce qui resterait irait au fonds d'études de Lucas. J'ai appris plus tard que mes parents avaient loué un petit appartement à la périphérie de la ville. La santé de mon père restait fragile, mais il se débrouillait, selon une connaissance commune. Ils avaient trouvé des emplois à temps partiel, ma mère dans un supermarché, mon père faisant de la comptabilité pour une entreprise locale. Pour la première fois depuis des années, ils étaient contraints de se débrouiller seuls. Philippe, sans surprise, avait emménagé avec eux, toujours à la poursuite de sa prochaine grande idée. Je ne me souciais pas de connaître les détails. Leur vie n'était plus mon fardeau. Les couper était plus difficile que je ne l'avais imaginé. Non pas parce que je voulais leur approbation, j'avais abandonné cette idée il y a des années, mais parce que lâcher prise signifiait fermer une porte que j'avais toujours espéré voir s'ouvrir sur quelque chose de mieux. J'ai bloqué leur numéro, supprimé leurs messages vocaux et me suis désabonnée du compte TikTok de ma mère. La vidéo qu'elle avait postée avait disparu, retirée après la lettre de mise en demeure de Maître Dubois, mais les commentaires persistaient dans mon esprit. Des inconnus m'avaient traité de cruelle, de mauvaise fille sans connaître les années de trahison qui se cachaient derrière. Je devais me rappeler que leurs opinions n'avaient pas d'importance. Je connaissais ma vérité, et cela suffisait. Lucas est devenu mon ancre. Quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait avec un dessin qu'il avait fait, une fusée s'envolant au-delà de la Lune. Son rêve d'être astronaute dans chaque trait. Pour toi, maman, a-t-il dit, son sourire large. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur plein. Chaque choix que j'avais fait la maison, le combat, l'expulsion était pour lui montrer ce que signifie se défendre. Nous avons passé ce week-end à planter des fleurs dans notre jardin, quelque chose dont nous parlions depuis des mois.
Pendant que nous creusions la terre, Lucas m'a demandé des nouvelles de ses grands-parents. Ils sont fâchés contre nous, a-t-il dit, sa voix faible. J'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin. Ils sont fâchés contre eux-mêmes, ai-je dit. Mais nous allons bien, toi et moi. Nous avons l'un l'autre. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné planter. Ce moment, sa confiance en moi, valait plus que toutes les excuses que j'aurais pu obtenir. Cécile était là tout au long, prenant des nouvelles avec ses conseils francs habituels. Tu es libre maintenant, a-t-elle dit un soir autour d'un café. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Elle avait raison, mais la liberté avait son poids. J'avais passé tellement de temps à me définir par rapport aux échecs de mes parents, à leurs exigences, à leurs trahisons. Maintenant, je devais découvrir qui j'étais sans ce combat. Je me suis jetée dans le travail, prenant de nouveaux projets, encadrant des collègues plus jeunes. Je voulais que Lucas voie une mère qui ne se contentait pas de survivre, mais qui s'épanouissait. Mon équipe de l'entreprise technologique a remarqué le changement. Ma concentration était plus vive, ma confiance inébranlable. Je n'étais plus seulement chef de produit. J'étais quelqu'un qui avait repris sa vie en main. J'ai pensé à mon ex-mari, Marc, quelquefois pendant ces mois. Il était resté en dehors du drame, fidèle à son approche de non-intervention. Quand il a appelé pour prendre des nouvelles de Lucas, je suis restée civile. Tu te débrouilles bien, Colette, a-t-il dit une fois, sa voix plus douce que d'habitude. Je n'avais pas besoin de sa validation, mais cela ressemblait à une petite reconnaissance du chemin parcouru. Lucas méritait un père présent, même si ce n'était que par des appels téléphoniques et des cartes d'anniversaire. Je me suis assurée que ces lignes restaient ouvertes pour son bien. Avec le recul, la leçon n'était pas de gagner ou de perdre. Il ne s'agissait pas de la maison, de l'argent, ni même de la douleur qu'ils avaient causée. Il s'agissait de respect, quelque chose que mes parents n'ont jamais compris. La famille n'est pas seulement le sang. C'est les gens qui te voient, qui te soutiennent, qui se battent pour toi autant que tu te bats pour eux. Mes parents et Philippe se sont choisis eux-mêmes à chaque fois. J'ai choisi Lucas, Cécile, la vie que j'avais construite à partir de rien. C'est ce que la famille signifie pour moi maintenant. Il m'arrive encore de passer devant l'ancienne maison, quand je suis dans ce quartier. Elle est maintenant louée à un jeune couple. Les vélos de leurs enfants sont éparpillés sur la pelouse. C'est juste une maison, pas un foyer. Pas pour moi. Plus maintenant. Le rire de Lucas remplit ma maison, notre maison, d'une chaleur que je n'ai jamais connue en grandissant. Je ne sais pas si mes parents ont jamais appris leur leçon, et je n'en ai pas besoin.